Bonjour, je suis Corinne Bondu, donc je suis ravie de vous accueillir dans cette première chronique psychogénéalogie et physique quantique. Donc, je me suis intéressée aux dimensions subtiles de l'être, précisément grâce à la psychogénéalogie. Et donc comment? En constatant que j'ai pu porter inconsciemment les deuils non faits de mes ancêtres. Je me suis demandé donc, mais par où l'information passe-t-elle entre les générations? Et c'est ainsi que j'en suis venue à faire des études de physique quantique appliquées à la santé humaine, physique et psychique, que j'ai d'ailleurs synthétisée dans une nouvelle formation intitulée Ma révolution quantique, pour laquelle vous pouvez vous inscrire sur mon site internet. Et donc, avant de parler des liens existants entre psychogénéalogie et physique quantique, eh bien, je vais déjà rappeler à quoi ça sert la psychogénéalogie. Alors, en général, je recommande aux personnes de faire ce travail quand les personnes ont vraiment une grosse fatigue existentielle, sans raison médicale particulière, des difficultés à enfanter, un gros manque de confiance en soi alors que toutes les compétences sont là et même reconnues par d'autres personnes, ou bien elles savent très bien, ces personnes, qu'elles ont des relations familiales lourdes à porter, ou bien peut-être parce que, voilà, vous ne connaissez peut-être pas du tout une de vos lignées où vous avez une image très négative du masculin ou du féminin, ou bien vous avez des phobies, des comportements répétitifs qui sont vraiment désagréables, ou bien vous faites des cancers, vous avez récidivé une fois et vous ne voulez plus récidiver, ou bien vous ne vous sentez pas à votre place, pas dans le moule familial, ou bien encore vous avez des relations amoureuses difficiles. Bon, la liste pourrait être longue, mais c'est en faisant ce travail sur son histoire familiale qu'on peut se débarrasser de tous ces maux. Alors, maintenant, quel rapport avec la physique quantique? Et en quoi cela peut-il éclairer ce travail sur nos ancêtres? Eh bien, si la notion d'inconscient s'est bien popularisée depuis Freud, il n'y a pourtant pas de définition scientifique de l'inconscient ou de la conscience qui fasse l'unanimité. Si une version officielle parle de conscience comme un épiphénomène du cerveau, aucune théorie ni étude ne confirme scientifiquement une telle définition. Et justement, la physique quantique d'aujourd'hui propose une définition et rassemble de nombreuses études qui viennent confirmer l'hypothèse suivante. Oui, la physique quantique n'est pas seulement la physique de l'infiniment petit, mais elle est surtout la physique de la conscience. Alors, de plus en plus de physiciens quantiques s'accordent à affirmer que la conscience est au fondement de toute chose et de tous les êtres, et qu'elle se manifeste par différents niveaux d'information, de densité et de vibration différentes. Alors, la physique quantique nous dit que la matière a une double nature, les particules manifestées et qui ont une onde de potentialité attachée, et que c'est par précisément le pouvoir d'un observateur extérieur vivant qu'une onde va se transformer en particules. C'est aujourd'hui reconnu. Alain Aspect, le physicien français avec deux de ses collègues, a reçu le prix Nobel 2022 qui définit aussi l'espace de non-localité, donc hors espace-temps linéaire, que nous connaissons tous, et l'importance du pouvoir de l'observateur qui va faire s'effondrer l'onde de potentialité en particules manifestées. Alors, le postulat d'une science exclusivement matérialiste qui nous enseigne que tout existe à partir des particules élémentaires qui font des atomes, qui font des molécules, qui font des cellules, comme les neurones par exemple, qui font le cerveau, d'où émanerait la conscience comme un phénomène, un épiphénomène, eh bien ne tient plus vraiment aujourd'hui. Car ce principe de causalité ascendante, c'est-à-dire une évolution linéaire du plus élémentaire au plus complexe, eh bien, n'explique pas
tout un tas de phénomènes constatés que la science n'explique pas, comme la télépathie, les expériences de mort imminente, le remote viewing, enfin donc cette lecture à distance des événements, des lieux très étudiés et développés depuis 50 ans par la DARPA, donc le département de la défense américain, et dont on entend parler dans les différentes séries américaines policières, mais aussi comment expliquer les guérisons spontanées, la médiumnité, et justement, comment ce que nous constatons en psychogénéalogie peut-il se produire, c'est-à-dire la transmission de structures psychiques parasites d'une génération à l'autre, inconsciemment évidemment. Comment l'information passe-t-elle? Donc, grâce à la physique quantique, nous comprenons que l'univers est donc avant tout fait d'informations, d'énergie, de vibrations, qui n'ont pas les mêmes comportements que ceux de la matière définis par la physique newtonienne, donc au niveau macro. Alors, ce n'est pas le lieu pour vous faire un cours exhaustif sur tous ces principes fondamentaux de la physique quantique, mais pour faire un des liens qui nous intéresse, donc avec la psychogénéalogie, eh bien, reprenons par exemple le principe de discontinuité. Quand il tourne autour du noyau d'un atome, l'électron saute d'un orbite à l'autre. Il n'y a pas de continuité linéaire où l'on pourrait observer au ralenti la présence de l'électron qui voyage entre ces deux endroits. Donc, on a popularisé ce phénomène par l'expression « faire un saut quantique ». Eh bien, tout de suite, comment ça s'applique à notre fonctionnement humain? En fait, au fonctionnement de notre psyché. C'est bien justement le moment de vous raconter un premier moment fondateur de prise de conscience qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Alors, je vous raconte cette histoire dont je me souviendrai toujours, comme on se souvient en général de toutes les prises de conscience importantes dans notre vie. À 20 ans, je suis allée vivre en Australie, à Sydney, pour y faire des études de cinéma. Je pensais que je prenais ma vie en main, libre et souveraine. Là-bas, je rencontre mon premier mari, Christophe, que j'appelais Chris, et j'ai donc vécu avec lui une belle relation qui a duré 5 ans. Et puis, j'ai pris conscience pour la première fois que son histoire personnelle, et surtout celle de ses parents, faisait obstacle à une véritable alliance entre nous. Et à ce moment-là, il ne souhaitait pas interroger cette histoire, préférant l'ignorer. Donc j'avais certes moi aussi mon travail personnel à faire, familial de mon côté, mais voilà. Comme il ne l'était pas, je me suis séparée de lui. J'étais très triste, même si j'étais à l'origine de cette séparation, et plus tard, en discutant avec un ami de mon histoire conjugale, eh bien, je fus tout à coup littéralement traversée par une épée de lumière. Je réalisais brutalement que mon père s'appelait Christian, que ma mère le surnommait Chris, que Chris, mon mari à moi, présentait en fin de compte beaucoup de traits de caractère de mon père. Un père qui m'avait manqué, qui au moment de ma naissance était plutôt préoccupé par le destin de sa famille ascendante, prise dans la guerre, que par ses propres enfants. Alors j'ai compris dans cet éclair lumineux que j'avais choisi de vivre à 20 000 km de chez moi, me croyant libre et souveraine de mes choix dans ma conscience éveillée, mais qu'en fait, j'avais inconsciemment emmené avec moi toute mon histoire qui, sous certains aspects, faisait écho à celle de mon premier mari. Il me fallait donc creuser mon histoire personnelle et la purger de toutes ces manifestations inconscientes. Alors tout cela pour vous dire que l'on porte tous notre histoire et ses blessures de façon plus ou moins consciente et qu'il nous appartient de changer, je dirais, de faire évoluer la signature énergétique qu'elle a pu laisser en nous. Alors, avec cet exemple, eh bien, nous prenons conscience du fait que la conscience est bien une part de nous-mêmes qui n'appartient pas à notre espace-temps. Donc, dans cette anecdote personnelle que je viens de vous raconter, au moment de ma prise de conscience,
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui habite ma conscience à ce moment-là et dont justement je prends conscience? Eh bien, c'est l'empreinte émotionnelle d'un père absent et qui porte un traumatisme non métabolisé, c'est-à-dire une information subtile que je retrouve présent chez mon premier mari et qui a fait écho inconsciemment en moi, car son père à lui était aussi mort prématurément suite à un événement grave. Donc, pas la même cause exactement, mais la même intensité de trauma vécue par nos pères et dont nous étions tous les deux porteurs, bien inconsciemment. Je devais plus tard apprendre, en aboutissant mon travail personnel avec la psychogénéalogie, que des traumatismes similaires s'étaient en plus répétés systématiquement aux générations qui m'avaient précédé. Donc ces informations subtiles font leur passage de l'inconscient à notre conscience de manière tout à fait discontinue et à partir de l'espace de conscience non local défini par la physique quantique. Et le plus important à retenir, c'est que ce sont des informations qui se situent en dehors de notre espace-temps linéaire. Alors, que se passe-t-il quand nous prenons conscience de quelque chose de totalement nouveau pour nous? Eh bien, c'est une information, une énergie potentielle dont l'onde s'effondre et qui se manifeste tout à coup à nous, que la matière de notre cerveau capte comme une antenne, ce qui suscite un changement métabolique dans le corps. Et c'est ça, faire un saut quantique de conscience. Et tout le monde est amené à en faire plusieurs tout au long de sa vie. Alors maintenant, reprenons l'idée du fantôme familial et je vous rappelle sa définition selon la psychogénéalogie. Donc, le fantôme transgénérationnel est donc une structure psychique émotionnelle résultant d'un traumatisme. Il semble qu'elle soit expulsée par l'ancêtre qui n'a pas pu la métaboliser, donc la dépasser, la transcender. Donc, en physique quantique, cette information inconsciente est donc un nœud énergétique et informationnel empreint d'émotions qui doit être métabolisé, digéré par le descendant qui en prend conscience, qui porte cette énergie-là, afin de ne pas continuer à la transmettre et qui fait partie de sa lignée personnelle. Donc on pourrait dire que les ondes de potentialité de cette mémoire douloureuse peuvent enfin s'effondrer en particules énergétiques émotionnelles en étant reconnues et alors que la personne se laisse traverser par une part de l'énergie de l'émotion de cette mémoire. Les Indiens diraient que cela correspond à la part de karma dont nous avons hérité et qui n'a pas été brûlée par nos ancêtres, c'est-à-dire qui n'a pas été métabolisée par eux et par conséquent qui reste une énergie manifestable et d'une certaine densité et qui reste en potentiel en lien avec notre lignée. Donc finalement, c'est très concret ce monde subtil en fin de compte. Et donc, notre travail en psychogénéalogie, éclairé par la physique quantique, permet de mieux se représenter ce qui est à l'œuvre en nous et nous permet ainsi plus facilement de nous désidentifier de tous ces comportements, émotions qui ne nous appartiennent pas et que nous manifestons inconsciemment. Voilà, j'espère que cette chronique vous a intéressé. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine chronique, toujours en lien avec la physique quantique. Un sujet que je développe beaucoup plus en détail, donc dans cette fameuse formation Ma Révolution Quantique, que je vous invite à suivre pour réussir votre adaptation au nouveau paradigme quantique de l'univers. À bientôt!